que le climat, les affaires, bien qu'il y ait des problèmes comme dans tout pays, le climat, les affaires en Afrique est prospère. Donc l'Afrique en pleine innovation, nous appelons justement des investisseurs et autres à venir s'implanter en Afrique. On ne ferme pas nos portes ni nos frontières. Et je pense que nos républiques sont aptes à collaborer pour des investissements. Je te laisse. Exactement. Merci. Donc, comme tu disais, oui, l'Afrique a été aujourd'hui et vierge, je dirais, à 60%. Allons vers ta petite publicité que tu as eu à faire pour ce continent. C'est qu'aujourd'hui, nous pouvons développer l'Afrique et nous avons besoin de collaborer avec le monde entier. Parce que, comme on dit toujours, nous ne pouvons pas nous développer nous-mêmes. Nous avons besoin des autres. Et pour rester sur la question de la jeunesse africaine, donc un exemple, quand je parlais des Nigériens, aujourd'hui tu vois des femmes nigériennes qui aujourd'hui entreprennent. En effet. Tu vas au Ghana, tu en vois qui aujourd'hui développent même dans au Sénégal. l'agriculture, aujourd'hui dans l'agro-pastoral, dans des secteurs qui aujourd'hui feront vivre l'avenir. Tout à fait. Mais nous aujourd'hui, c'est une petite critique hein, pour l'Afrique francophone. On a toujours tendance à voir que la réussite se trouve derrière un bureau. Voilà, c'est ce que je parlais aussi. C'est que il faut qu'il y ait une cravate, une veste pour réussir. La vraie réussite ne se trouve pas là, dans des bureaux. La vraie réussite se trouve dans la terre. Voilà. Mais on ne développe pas, on ne cultive pas. Tu verras combien de jeunes Africains aujourd'hui dans mon pays, moi j'en connais. Aujourd'hui. Et pour les femmes, comment ça se passe? Parce que j'ai remarqué que généralement les femmes, plus précisément au Congo, ont tendance à trouver la réussite dans un mari. Oui, mais c'est ce que je venais à ça. Comme je disais, aujourd'hui, on en connaît des jeunes qui sont en train de se démarquer, qui ont investi dans l'agriculture, qui ont investi dans le tourisme. Il y en a beaucoup. Pour ne citer qu'un seul. Roch Nzokolo-Lion, celui-là qui aujourd'hui est un modèle entrepreneurial. Personnellement, l'homme en lui-même a ses défauts. On peut dire ce qu'on peut dire sur lui, mais c'est un modèle de réussite entrepreneuriale. J'aimerais bien souligner cela. Pourquoi? Parce qu'il a su développer un secteur. Aujourd'hui, ce n'est pas un secteur qui est en ascension au Congo, mais on sait que tout ce qui fait vivre les grands pays, il y a le tourisme à l'intérieur. Exactement. On a pour exemple Dubaï. Aujourd'hui, la première richesse de Dubaï, à part les matières premières, donc le gaz, c'est le tourisme. Et lui, aujourd'hui, il a investi dans le tourisme. C'est en train de prendre, c'est en train de donner ce que ça donne. Et c'est une fierté pour notre pays. Et en allant vers ta question, c'est que pourquoi les femmes, aujourd'hui, ont un modèle de réussite qui est le mariage? Parce que ces femmes-là ont aussi été délaissées. Moi, je suis pour ceux qui disent l'avenir d'un pays, c'est la femme. Parce que c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui éduque. Nous ne l'éduquons pas. Nous posons le cadre. Mais celle qui éduque, celle qui a ce qu'on appelle le développement entre ses mains, c'est la femme. La femme éduque l'enfant qui vient de naître, mais la femme éduque aussi le mari qui est en ascension. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que quand tu vois la réussite d'un grand homme, derrière ça se cachent des conseils d'une grande dame. Ou à côté. Parce que moi, je ne suis pas pour ceux qui disent que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Non. À côté d'un grand homme se trouve une grande dame. Et aujourd'hui, ces femmes-là ont été délaissées. On a fait comprendre à ces femmes-là que pour réussir, il fallait se marier à un riche. C'est pourquoi on voit aujourd'hui certaines familles qui demandent même pas encore la prostitution. La dot, l'histoire de la dot. Des perruques. Les perruques, la télé. En fait, ça montre à quel point la famille est pauvre. En fait. La famille. Mais à part ça même, le sujet de la polygamie. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas en débattre, parce que c'est un sujet très long. Tu es un bantou, non? Non, je ne veux pas en débattre, c'est un sujet très long. Mais pour dire qu'aujourd'hui, il y a des familles qui poussent nos jeunes sœurs à se marier à 22 ans, quitte à devenir troisième femme d'un ministre. Pourquoi? Parce que c'est cette dernière qui va sortir la famille du trou. Oh là là. Qu'est-ce que vous montrez à ces jeunes femmes-là? Que vous êtes une jeunesse sacrifiée. Non, on est dans le thème. Ces jeunes filles-là sont sacrifiées pour le bonheur de la maman, de la tante. Est-ce qu'elles vivent dans ce foyer-là? Parce qu'être troisième bureau, il faut le dire, est-ce que tu as l'attention de ce monsieur? C'est ça. Est-ce que ce monsieur, il est présent
Moi, je ne te parle pas de financièrement. Parce que, comme on dit, la femme a besoin d'attention, a besoin de sécurité. L'argent n'est pas la sécurité en elle-même. L'argent, c'est quelque chose qui nous permet de survivre. De subvenir aux besoins. À nos besoins. Voilà. C'est un moyen de subvenir à nos besoins. Mais la femme a besoin de sécurité. La femme a besoin qu'on la clame. La femme a besoin qu'on lui dise que tu peux le faire. Parce que la femme a une grandeur en elle. Mais elle a tendance à ne pas s'exposer quand elle est face à un mari pour ne pas le faire de l'ombre. Ça, on en parle peu. Hein. Il y a des femmes qui sont grandes, mais qui se refusent de mettre leur grandeur sur la table pour le respect de l'autre. La femme, c'est celle qui sait faire la part des choses. Exactement. Que je vais vivre pour l'autre. Nous, hommes... Je vais accompagner. Nous, hommes... Non, vivre. Parce que non seulement elles nous accompagnent, mais des fois, elles laissent leurs rêves. Oui. Elles s'abandonnent pour toi, Exactement. pour toi. Et ça, aujourd'hui... La société africaine a oublié cela. La place de la femme est très importante dans le développement de notre Afrique. Il faut juste apporter à ces femmes-là non seulement des opportunités, non seulement de l'équilibre social, donc les donner plus de responsabilités, et aussi les demander d'apporter leurs connaissances sur la table. Parce qu'on demande peu à la femme de décider. Les décisions viennent que de l'homme. Aujourd'hui, quand tu vois la plupart des représentations africaines à l'étranger, c'est plus des hommes. Mais la femme aussi peut parler au nom de l'Afrique. Bien sûr. Et moi, je vais même aller plus loin pour te choquer. Je suis pour ceux qui pensent que nos femmes africaines, si elles dirigeaient nos pays africains, peut-être que l'Afrique sera mieux. Essayons. Comme tu as Essayons. Voilà un peu. Voilà. Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Tu es auditrice aussi, écrivaine, il faut le dire. Hein, et tu as une émission appelée Chère Femme. Je pense que ça touche un peu de ton domaine. Toi, tu as une... J'étais émerveillée d'entendre un point de vue masculin sur la cause de la femme, parce que quand nous on se met à parler de la cause de la femme, on a l'impression qu'on est en train de faire la guerre aux hommes. Alors j'ai beaucoup aimé son discours, je sais pas quoi dire de plus au fait à ça. Mais moi mon travail principal, j'accompagne les femmes dans la restauration de leur identité. Justement comme tu dis, il y a des femmes qui s'oublient, qui abandonnent leurs rêves. Puis même la jeune fille, elle doit être éduquée, formée justement pour être cette femme qui ose entreprendre, qui ose exploiter son potentiel. Or, on remarque qu'il y a peu d'initiatives qui invitent la jeunesse à détecter ses talents. Justement, il faudrait d'abord qu'on apprenne la jeunesse à détecter ses talents, ensuite d'orienter ses talents par rapport aux besoins de la société. En ce qui concerne la formation, plusieurs formations au Congo, Kinshasa par exemple, ne répondent pas aux réalités du marché. Et ce qui est triste, on est dans la saison de remise de diplômes actuellement au Congo, et je me dis, ces jeunes diplômés sont... En fait, ils reçoivent le diplôme, en même temps qu'ils reçoivent le diplôme de leur formation, en même temps ils reçoivent le diplôme au chômage. Parce qu'ils sont fiers, oh j'ai un bac plus 5, un bac plus 4, mais demain, ils savent pas dans quelle entreprise ils vont travailler, ils savent pas s'ils vont être recrutés, et puis à la promotion canapé, il y en a qui vont se dire, ok, je vais sacrifier ma jeunesse, on me propose de coucher avec X boss, X professeur, je vais me sacrifier parce que j'ai envie justement de prospérer dans la vie, d'aider ma famille, ainsi de suite. Donc il y a cette pression, la jeunesse, il faut qu'on l'aide à détecter ses talents, et puis à valoriser des domaines comme l'agriculture, l'élevage. Il y a plein de domaines qui sont marginalisés parce qu'on veut s'asseoir dans un bureau. Même si tu es secrétaire. C'est ça, costume, cravate et tout, madame, machin, alors que... C'est le profil de l'imposteur. Voilà. On a ce profil de l'imposteur. Ça ne va pas. C'est dommage, mais bon. Ça ne va pas. Donc la restauration, le travail que je fais avec les femmes, c'est vraiment inviter la femme à s'asseoir, à se dire, mais tu as été créée pour un but. Exact. Et en toi, Dieu, le Créateur, a mis un potentiel qui n'attend que d'être exploité. Mon premier livre, d'ailleurs, c'est Femmes au secours de l'humanité. Pour moi, la femme est un secours à l'humanité. Même quand on regarde au récit de la Genèse, on voit bien qu'Adam était dans le monde, sur la terre, il était tout seul. Il a regardé parmi toute la création, il n'avait point de semblable. C'est là que Dieu a créé la femme pour justement comme une aide semblable. Même d'ailleurs quand Adam a vu Ève, elle a dit que voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Et la femme doit prendre conscience que je dois travailler aux côtés de l'homme. Je ne suis pas là, suis pas là pour me battre avec un homme. Non, je suis là pour travailler. Ok, fédérons nos forces. Même dans le mariage. Et puis la femme est, comme tu disais,
cette source de vie, celle qui donne la vie, cette incubatrice. Mais si on ne sait pas la former, si on ne sait pas l'équiper, comment est-ce qu'elle va réussir? Avec ces phénomènes-là, comme tu as dit, Kouna, les chéguiers, et même nous aussi des bébés noirs, parce que l'éducation, enfin les parents, ils sont beaucoup démissionnaires. Ouais. Mais je voudrais quand même qu'on porte aussi un accent très précis, parce que là, on est en train de parler aussi en général, hein, Oui. mais il faut qu'on rentre aussi dans le particulier. Ok. Et le particulier, c'est à quoi? Ça consiste à voilà, chacun respectivement dans son pays. Je pense que on est tous congolais. Oui. Il faut qu'on touche quand même du doigt les sujets qui fâchent un peu sur ce qui se passe dans nos pays. Junior, Amina, Divine, je crois qu'on en a longuement discuté au téléphone. On a eu beaucoup de conversations là-dessus, sur ce qui nous touche, ce qui nous fait mal et ce qu'on aimerait voir changer au niveau de nos frères, la même génération, et au niveau de nos petits frères qui arrivent, qu'est-ce qu'on aimerait changer et voir voilà, évoluer. Qu'est-ce qui te fait mal au Congo, Junior? Bon, moi, ce qui me fait mal, c'est l'ignorance. Nous sommes beaucoup ignorants. La jeunesse d'aujourd'hui, je vais rentrer vraiment dans l'accent congolais, mais la jeunesse d'aujourd'hui est ignorante. Ignorante de sa grandeur, de son potentiel, de l'énergie qu'elle dégage, de la responsabilité qu'elle a, qui se pose sur ses épaules pour l'avenir. Maintenant, pour parler de la jeunesse congolaise de mon pays, ce qui moi me fait mal, c'est l'irresponsabilité. De qui exactement? Aujourd'hui, les jeunes sont pas responsables. Aujourd'hui, les jeunes refusent d'avoir des engagements envers eux-mêmes. Aujourd'hui, les jeunes se laissent aller. Aujourd'hui, les jeunes se plaisent à la négativité. Parce que moi, aujourd'hui, tout ce que je constate de mon pays, je suis un jeune, et pour ma part, j'ai fait plein de choses, négatives comme positives, et je n'ai tiré, moi, mes références. Et donc, quand je vois ces jeunes-là qui viennent derrière nous, mais pas seulement, nos amis à nous aussi avec qui on a fait certaines choses, continuer dans un chemin sombre, dans un chemin qui n'a pas d'issue, ça m'attriste. Je suis blessé au plus profond de moi parce que je pense que ces jeunes-là ont du potentiel. Exactement. Ces jeunes-là, je les ai côtoyés. J'ai beaucoup de frères qui, quand tu les vois, tu as cette facilité de percevoir la lumière en eux. Mais eux-mêmes ne la voient pas. Mais ça donne à tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus rien faire si ce n'est faire la fête. Et ça me fait mal au Congo. Parce que nous pouvons faire la fête tout en construisant notre pays. Nous sommes aujourd'hui maîtres de notre destinée. Nous, jeunes Congolais. Aujourd'hui, on se plaint de nos politiques. Mais les politiques ne sont pas là éternellement. Est-ce qu'après ces politiques-là, nous avons prévu quelque chose? Et ce quelque chose-là, est-ce que nous pouvons le toucher du doigt? Parce que, comme on dit toujours, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Mais moi, j'aimerais reformuler cela en disant, dis-moi ce que tu fais aujourd'hui, je te dirai qui tu seras demain. Et c'est ça le problème des Congolais. Ils ne voient pas demain. Ils vivent pour aujourd'hui. Et celui qui vit pour aujourd'hui sans voir demain, trouve malheur en chemin. En effet. Ça, c'est moi, ma façon de voir les choses, c'est moi, ma vision des choses. Et ça me fait mal qu'on est une minorité. Et pour comprendre les choses, j'ai l'impression qu'il faut sortir de ce continent. C'est triste, hein? Mais et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Oui, pour beaucoup de gens, moi personnellement, j'étais aussi aveugle comme eux. C'est quand je suis sorti, quand on m'a envoyé faire mes études donc, en Europe de l'Est, que j'ai compris que je faisais du surplace, mais que j'étais en train de tourner en rond. Et j'ai pris la décision de non seulement moi me développer, mais d'apporter moi ma pierre à l'édifice. Donc le développement de mon Afrique parce que je suis d'abord africain et le développement du Congo parce que c'est mon pays, c'est mon identité. Et beaucoup de jeunes Africains comprennent cela quand ils sont à l'extérieur. Exactement. Peu de gens à l'intérieur du pays ont cette réflexion.
Il y en a, hein. Il y a des jeunes Mais que moi j'applaudis, qui bougent quand même, qui font quand même les choses, mais ils sont minoritaires. Et ces jeunes-là ne sont pas accompagnés. Voilà. Non seulement ils sont minoritaires, mais ces jeunes-là n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas d'outils pour développer ou pour permettre à d'autres jeunes aussi de faire comme eux. Et c'est d'où mon inquiétude, parce que le sujet de notre débat d'aujourd'hui, c'était soit jeunesse sacrifiée, soit moteur du changement. Mais moi, j'aimerais dire que la jeunesse n'est pas sacrifiée, parce que c'est déjà un levier de changement. Mais cette jeunesse-là est confrontée à beaucoup de défis. À beaucoup de défis. Il faut les relever, les défis. Mais les défis sont politiques, donc instabilité politique, sont chômage, sont social, même sanitaire. Sanitaire. Sont éducatifs, sont aujourd'hui là une forte demande migratoire aussi, il faut le dire. Ah oui. Parce que ces Fuite de jeunes-là, cerveau. aujourd'hui là, sont prêts à fuir. Pour moi, j'appelle ça une fuite. Ils se disent que je préfère prendre un canot, me jeter dans Lampedusa pour rejoindre l'Europe, parce que je pense que c'est là-bas mon avenir. En pensant que l'Europe c'est un Eldorado, sachant que l'Europe aussi a ses réalités. Mais non, mais aujourd'hui, ces jeunes Africains, en voyant d'abord leur propre réalité, ils sont désespérés. se disent que là-bas c'est mieux. Oui, parce qu'on voit, même pas seulement nos vies, on voit nos réflexions. Et ces jeunes-là voient la réflexion des jeunes d'ici. Ils se disent que mais là-bas c'est meilleur. Si aujourd'hui le junior qui était au Congo, qui ne réfléchissait pas comme aujourd'hui, réfléchit comme ça parce qu'il est en Europe, pourquoi pas moi? Ces jeunes-là s'identifient à nous aussi. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a la place de Dieu dans cette affaire? Parce que on peut se dire, oui, l'Europe peut nous changer, mais je crois que ce qui peut exactement toucher dans l'ADN, c'est la présence même de connaître Dieu. Je parle particulièrement pour moi. J'ai été un petit brigand aussi, j'ai fait pas mal de choses. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis sorti de là et je n'ai pas laissé ma vie parce que voilà, c'était quand même dangereux. Et c'est en connaissant le Christ que j'ai été transformé. J'ai compris pas mal de choses. Donc moi, je pense aussi qu'il faudrait quand même il faut connaître quand même Jésus-Christ, enfin Dieu, pour essayer d'être renouvelé dans sa mentalité et dans sa pensée. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'aime avec le Christ, c'est qu'il n'est pas venu apporter une religion, mais une relation, réconcilier l'homme avec le Créateur. On a perdu cette connexion au moment de la création, lorsque Adam et Ève ont chuté, et Christ est venu apporter une relation, une communion directe avec le divin. Une fois que tu entres dans cette relation divine, dans cette relation intime avec le Seigneur, il te révèle ta destinée. Il te dit, mon fils, ma fille, voici ce à quoi je t'ai appelé. Et combien sont prêts à faire ce pas-là? Parce que c'est comme si tu es jeté dans un monde où tu ne sais pas, tu n'as pas les outils. Tu ne sais pas c'est quoi la carte, c'est quoi le chemin à suivre. Il faut aller vers le Créateur. Il faut repartir à la source. Il faut aller à la source. Parce que il est écrit dans la parole que, alors que tu n'étais qu'une masse informe et vide, mes yeux te voyaient. J'avais mis sur ta vie une destinée. J'avais dit des choses sur ta vie. Il faudrait que chacun de nous puisse aller à la source. Et ensuite, parce que Dieu veut que nous brillions, en fait. Nous puissions briller parce qu'il a mis en nous des talents, du potentiel qui doit être exploité. Vous voyez? Donc pour moi, c'est un appel à l'intimité. Et c'est dans l'intimité qu'on est transformé. Même la mentalité. On ne va pas tous avoir l'argent pour se former, à payer des formations, je ne sais pas moi à combien d'euros. Mais je pense que le Seigneur est tellement puissant. Voyons aussi nos besoins. Il est en mesure d'opérer des changements à 360 degrés comme toi. C'était dans la prière. C'était dans des moments d'intime, de prière, de pleurs, de délivrance que tu as su connaître ce changement. Donc pour moi, le Christ a pleinement sa place dans une jeunesse qui va être ce moteur, qui est déjà et qui continuera à être un moteur de changement pour une Afrique prospère. Je suis d'accord avec toi, Amina. Et en parlant de ça, je voudrais citer une parole que j'entends à tort. Des personnes qui disent que les pays qui prient beaucoup sont les plus pauvres. Mais attendez, on ne parle pas là, vous parlez de religion ou de relation. Parce que lorsqu'on parle de religion, on parle des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur salaire pour donner au pasteur, au détriment même au détriment de leur propre famille qui souffre. Là, ce n'est pas le Christ. Le véritable Christ prend l'amour. Donc, des ingrédients qu'il faut pour bien stabiliser ta vie. Une personne qui a Dieu
aura la sagesse qu'il En faut effet. pour bien gérer sa vie. Yes. Un vrai chrétien est un vrai entrepreneur. Et quand je parle d'entrepreneur, pas forcément dans l'argent, dans ta propre vie. Comment tu structures ta vie? Exactement. Quelles sont tes priorités? La discipline. La discipline, ça, il n'y a que Dieu qui peut te donner toutes ces choses parce que c'est lui qui t'a créé. Exactement, ouais. Lorsque tu fais confiance à Dieu, il te révèle des choses qui sont cachées en toi. Si vous remarquez bien même, je veux prendre l'exemple d'un pasteur, le pasteur Raoul Wafo. C'est un chrétien, mais il est milliardaire. On va dire qu'il a touché. Non, c'est parce qu'il a cru en Dieu. Parce que si vous regardez dans la Bible, tous les hommes que Dieu a bénis étaient tous des personnes très bénies Très financièrement. prospères. Très prospères. Là, on ne parlait pas de fétiche. Il faut bien que le message soit Voilà. porté. Mais c'est quand même dommage. Hein. Oui, pour revenir là-dessus, et vraiment j'ai l'impression, je pense que Dieu a réellement sa place Oui. dans la construction Bien de sûr. nos pays, dans l'avenir de nos pays, Même et dans... même de nos républiques. Bien Les sûr. valeurs divines doivent être En prônées, effet. entre autres même de la réflexion humaine, hein, parce qu'on est humain, donc on doit aussi réfléchir. Mais il y a aussi l'aspect, le volet spirituel qui compte. Et pour ça, il faut vraiment qu'on reparte à la source et rencontrer le Christ. Après, moi, ce que je déplore beaucoup en Afrique en général, pas l'Afrique de l'Ouest, hein, plus en Afrique francophone, il y a une chose que je déplore, pour ne parler que du Congo, c'est les divisions, la rivalité, Surtout ethnique. voilà, le tribalisme, Tribalisme. alors que ça n'a pas lieu d'être. Je remarque pour la plupart des jeunes, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays, aux Amériques et tout ce que vous voulez, on n'est pas unis. Ça, c'est vrai. Je veux prendre exactement. Et sans unité, Mhm. on ne peut rien bâtir ensemble. Réussir individuellement, c'est bien. Mais tout à l'heure, tu parlais même d'héritage, mais qu'est-ce que tu lègues après? C'est ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de la désunion? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être qu'on essaie de changer? Ou peut-être créer, peut-être faire des conférences annuelles où les diasporas s'invitent et essaient de discuter de certains sujets, la bienveillance même au sein de la jeunesse, appeler « Allô mon frère, ma sœur, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as bien dormi? La santé, est-ce que spirituellement ça va? Physiquement ça va ?» Enfin, je pense que ça pourrait peut-être créer ce climat-là pour nous permettre de se dire les choses, essayer d'avancer ensemble. Enfin, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux parler de division parce que c'est aussi un point qui me touche, que j'ai remarqué au Congo, c'est qu'on n'est pas unis. Le Congolais est très individualiste. Il ne pense qu'à lui-même. Si tu commences aujourd'hui un business, par exemple, un business qui va créer de l'emploi et que tu en parles à tes proches, personne ne va te soutenir. Même le simple fait de partager, ça sera compliqué. Alors que le fait que tu puisses lancer quelque chose, tu contribues en quelque sorte aussi à la prospérité. Tu contribues en fait à l'éclosion de ton propre pays. Et dans ce sens-là, je trouve que on se dit tout. En fait, c'est lorsque tu réussis, c'est là maintenant que les gens tu as fait. Alors que c'est au début qu'il faut bâtir les fondements. On se soutient pas mutuellement. En fait, on ne croit pas, on sous-estime tout ce que les autres font. Alors que c'est comme ça que les autres pays ont commencé pour aller loin. Exactement. Une personne, tu as une copine qui fait des ongles, soutiens-la. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais en faisant ça. Parce que je trouve qu'il y a des choses qu'on minimise chez nous, comme les tresses. Ici, ça coûte hyper cher. Et alors qu'au pays, c'est très minimisé. Une coiffeuse, par exemple, elle peut 1000 francs, alors qu'ici... Mais ceux qui travaillent et font des trucs à charge au pays, ici, c'est très... Enfin, ici, pour parler de la France, c'est bien rémunéré. Bien sûr. Au Congo, on trouve ça banal, mais ici, c'est bien rémunéré. Mais c'est quand même dommage. Moi, j'aimerais vraiment connaître l'opinion de Junior, parce que Junior... L'opinion, on rejoint un peu l'opinion de ma sœur, hein. C'est que on est beaucoup individualiste. C'est pourquoi on ne réussit pas. Le problème déjà de l'Africain, que ce soit des jeunes, des anciens, c'est que on n'est pas unis. Et seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucun continent qui s'est fait seul. Pour n'en citer que des grands pays, comme les États-Unis. Mais on dit les États-Unis, pour ceux qui n'ont aucune connaissance, mais c'est 50 pays, c'est 50 États réunis. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure à mon frère, New York, un seul État américain qui est New York, est 2 fois plus grand que mon pays. Et 3 fois plus peuplé que mon pays. Nous sommes à 6 millions. New York, c'est 16 millions d'habitants. Mais aujourd'hui,
comment pensons-nous que ce grand pays, ce continent, j'aimerais dire, qui sont les États-Unis d'Amérique, peuvent aujourd'hui là ne pas être une puissance? Parce qu'ils ont fédéré leur puissance. Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, on va, comme une seule main, avancer ensemble. Mais nous, aujourd'hui, on prend l'individualisme. On ne prend pas la collectivité. Mais pourquoi la jalousie? Non, la jalousie, encore, c'est un autre... C'est un autre, ça, c'est encore, c'est loin. sujet. La jalousie, dans toutes les sociétés du monde, ça existe. il y a la jalousie. Il y a des choses qui ne pourront pas être éradiquées, il faut le dire. Mais l'union, on peut être ensemble dans la différence. Est-ce que tu comprends? On peut s'aimer dans nos différences aujourd'hui. C'est ça que l'Africain ne comprend pas. Aujourd'hui, tu peux être un maçon, moi je suis un menuisier, mais il peut avoir la complémentarité des connaissances. Tout à fait. Tu vois? Parce que toi qui es maçon, moi qui suis menuisier, tous deux on construit un bâtiment. Elle, si elle amène, on participe à la construction d'un bâtiment. Elle, si elle ramène sa touche de décoration, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on n'est pas dans ce paradigme. On pense que si je présente mon projet à Divine, mais elle viendra détruire. Voilà. Ou elle pense que si j'en parle à Noé, mais Noé est de mauvaise foi. Et donc, le problème de l'Africain, c'est le diable, c'est les autres. Le diable n'a jamais été lui. Voilà. Et c'est là que commence le problème des Africains. C'est qu'on n'arrive pas à s'asseoir autour d'une table et à nous dire, bon, quels sont les enjeux? On commence par quoi? Qui est fort dans quoi? Qui sait faire? Est-ce que tu peux faire cela? Oui, je peux le faire. Confiance à Dieu. Est-ce que toi, tu peux apporter ceci? Oui, je peux. Confiance à Dieu. Et avançons. Aujourd'hui, on se voit que dans des cercles de fête. Voilà. Anniversaire. Aujourd'hui, si je dois avoir un ami, il faut qu'il y ait un événement festif. Mais aujourd'hui, si j'organise un événement culturel ou un événement entrepreneurial ou même un salon de partage de connaissances, je vais compter mes amis. Oui. C'est là le problème de l'Africain. C'est qu'il vient quand ça l'arrange. Quand je dis quand ça l'arrange, c'est quand il veut se sentir à l'aise, faire la fête. Mais même quand il faut discuter des sujets importants, il ne veut pas venir parce qu'il pense que ça ne l'arrange pas. Il ne voit pas plus loin. Il ne se dit pas qu'en venant, il peut lui d'abord nous apporter une connaissance que nous n'avons pas, mais il peut lui aussi tirer profit de quelque chose qu'il ne savait pas et qui pourra lui l'aider à se développer ou à développer le continent africain de par sa manière. Donc on est très individuel, on est divisé. Aujourd'hui, on ne veut pas faire les choses ensemble. On ne s'aime pas. La preuve en est, regarde même une seule chose, et moi, je condamne cela parce que tout ça, c'est la dépravation des mœurs. Ça relève de nos parents. Quand une femme africaine voyage, va à l'étranger, pour certaines mamans, pour certains papas, je veux que tu te maries avec un blanc. Oui, ça c'est vrai. C'est des choses qui nous font rire, mais ça détruit intérieurement.